À toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide afin de revenir sur un point qui a beaucoup animé l'actualité ce week-end. Je veux parler des suites de la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a été rendue le 14 avril dernier dans le cadre de l'affaire Almi. Alors je ne vais pas revenir sur les faits de cette affaire Almi, des faits particulièrement horribles et très choquants que l'on connaît tous. Ils ont été encore à nouveau ressassés à l'envi tout le week-end, donc je n'y reviens pas. Quel est le problème posé dans cette affaire? Eh bien, le problème vient du fait que la chambre d'accusation, et la chambre criminelle a validé cette décision, la chambre d'accusation a décidé que la personne poursuivie dans cette affaire, l'auteur des faits, a agi sous l'emprise, nous dit-on, de ce que l'on appelle une bouffée délirante. Une bouffée délirante imputable à une consommation de cannabis et à partir de là, on considère que cette personne se trouve être irresponsable pénalement en application de l'article 122-1 du Code pénal. Ça signifie très clairement que la personne en question ne pourra pas être condamnée pénalement. Alors, on comprend parfaitement l'émotion, même la colère, que peut susciter cette décision, que ce soit chez les proches de la victime ou encore au sein de la communauté à laquelle appartenait cette victime, et même au-delà, en raison notamment de l'extrême barbarie des faits commis, mais aussi en raison de leur caractère antisémite admis et relevé par la juridiction, par la chambre d'accusation. Pour autant, est-ce que cela justifie des prises de position telles que celles qui ont été entendues ce week-end et depuis la décision de la Cour de cassation, mais spécialement ce week-end, lors des différentes manifestations organisées? Parce que, voilà, à peine résumé ce que l'on a pu entendre parfois sur les chaînes d'information en continu, et pas que d'ailleurs. Voilà, dorénavant, il suffirait de fumer un joint avant de commettre un acte horrible pour échapper à toute répression pénale. Qu'en est-il vraiment? Il faut revenir aux fondements de notre droit pénal. Et parmi ces fondements de notre droit pénal, il en est un qui est fondamental, c'est la notion de libre arbitre de l'individu. En gros, on enseigne à nos étudiants en deuxième année que la responsabilité pénale en France repose sur le fait que l'auteur de l'infraction était libre de ses choix, libre de ses actes. Partant de là, si cette liberté fait défaut, si ce libre arbitre fait défaut, il est logique qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité pénale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Code pénal prévoit que lorsque l'individu va être soumis à une contrainte irrésistible, il ne sera pas pénalement responsable. Eh bien, c'est le même mécanisme qui va s'appliquer, c'est le même mécanisme, c'est la même idée qui sous-tend l'irresponsabilité pénale pour trouble mental. Le Code pénal nous dit, si au moment des faits, l'agent est atteint de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement, il n'est pas pénalement responsable parce qu'il n'avait pas, il ne disposait pas de son libre arbitre. Alors, qu'est-ce qui fait polémique ici? Eh bien, c'est que l'abolition du discernement, ce que l'on appelle la bouffée délirante, est attribuée par un raccourci malheureux à la consommation de cannabis. En réalité,
cette analyse, elle est erronée. Parce que, en aucun cas, évidemment, la prise de cannabis ou d'alcool d'ailleurs, en elle-même, ne peut empêcher la responsabilité pénale. Bien au contraire. Puisqu'on le sait, bon nombre d'infractions, et parmi les plus graves, vont, en cas de prise de stupéfiants ou d'alcoolisation de l'agent, vont être aggravées, c'est-à-dire que les peines encourues vont être augmentées. En réalité, ici, ce n'est pas une prise de stupéfiants qui justifie les responsabilités pénales. En fait, ici, on est face à une consommation bien antérieure dans le temps, dans la durée, bien antérieure au moment de l'action, et une consommation très massive, donc massive pendant un temps long, qui va causer, qui va entraîner chez l'agent l'apparition d'un trouble psychique ou neuropsychique, c'est-à-dire concrètement d'une maladie mentale. Maladie mentale de type schizophrénique, je n'entre pas dans le détail, c'est de la psychiatrie, ça n'est pas nécessaire. Mais concrètement, on a donc une maladie psychique qui, selon la majorité des experts qui sont intervenus dans cette affaire, viennent affirmer que le discernement a été aboli. Au moment des faits, l'agent ne disposait pas de son libre arbitre. Et partant de là, on admet qu'il est irresponsable pénalement. Donc en fait, le débat n'est pas véritablement celui que l'on a pu entendre. Le véritable débat est ailleurs. Le véritable débat, il est de savoir si on doit accorder le bénéfice de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ayant aboli le discernement, lorsque le fait générateur, lorsque la naissance de ce trouble peut être attribuée à un comportement volontaire de l'individu, comme la prise d'alcool ou de stupéfiants. Mais en l'état actuel du droit, il n'y a pas, à proprement parler, de débat. Parce qu'en l'état actuel du droit, la réponse est incontestablement positive. Pour que les responsabilités pénales puissent s'appliquer, le code pénal n'exige qu'une seule chose: l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique au moment des faits, et que ce trouble est aboli, le discernement. Alors en réalité, le débat, il se porte encore ailleurs. Le débat consisterait à se demander s'il faut modifier la loi. Alors, en précisant immédiatement que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on modifiait la loi, ça ne changerait rien dans l'affaire en question. Mais faut-il alors modifier? Et faut-il, comme on a pu l'entendre, la modifier vite, cette loi? Passage, petite digression, vouloir modifier vite la loi, c'est rarement quelque chose de sécurisant, et c'est encore plus rarement, quelque chose d'efficace. Alors, ça tombe bien, un rapport sur les responsabilités pénales en question a été déposé, a été remis au garde des Sceaux. Alors, ce rapport n'a pas encore été rendu public, mais bon, il garde la réflexion. Quand on réfléchit à cette question, il faut, je pense, partir aussi d'une idée importante. C'est que ces hypothèses, dans lesquelles la prise répétée, ancienne, massive d'alcool, de stupéfiants, va entraîner la naissance d'un trouble psychologique, ces hypothèses, constatées médicalement, rappelons-le, sont extrêmement rares.
elles sont extrêmement rares. Faut-il alors que le Code pénal vienne préciser, que l'article 122-1 vienne préciser que est exclu le bénéfice de l'irresponsabilité pénale l'agent dont le trouble psychique ou neuropsychique est imputable à une faute antérieure de sa part, ou à un comportement volontaire de sa part, ou je ne sais quelle autre formule. À mon sens, non. À mon sens, non. Pour au moins 2 raisons. Parce que d'abord, modifier, en ce sens, viendrait encore augmenter la complexité de la tâche endossée par les experts psychiatres d'un côté et les juges également. Parce que, rappelons, encore une fois, au passage, petite parenthèse, mais rappelons que ce ne sont pas les experts psychiatres qui décident. Les experts psychiatres donnent un avis sur lequel le juge va statuer. Ce serait complexifier encore cette tâche des experts et du juge. Dans un domaine où, avouons-le, la complexité est déjà bien présente, l'incertitude est déjà fort présente. Un point, tout simplement. Il est déjà particulièrement complexe de réussir à démontrer que le trouble psychique abolissant le discernement existait au moment des faits, comme l'exige le droit pénal, comme l'exige le code pénal. Donc, à mon sens, inutile d'ajouter encore de la complexité à la complexité dans un domaine qui, en plus, comme je le disais, est déjà pas vraiment simple, et puis qui est un domaine très mouvant, très délicat. Mais aussi, en second lieu, une telle modification viendrait remettre en cause l'un des piliers de notre droit pénal, l'idée du libre arbitre. L'idée du libre arbitre nécessaire à la responsabilité pénale. Si on vient admettre que dans certaines situations, la prise antérieure, etc., malgré l'abolition du discernement, la responsabilité pénale subsiste, ça veut dire que l'on abandonne purement et simplement le libre arbitre, la nécessité du libre arbitre. Et puis, qui plus est, cela reviendrait à faire peser sur l'individu des actes, je parle ici des actes infractionnels, des actes non voulus, puisque privé de son discernement, de faire peser donc des actes non voulus en raison d'actes voulus, la prise de stupéfiants ou la prise d'alcool, mais voulus généralement en ignorant totalement les conséquences extrêmement rares, je le rappelle, que cela pouvait engendrer. On ajoutera aussi que, et ça n'est pas un moindre argument, on ajoutera aussi que reconnaître la responsabilité pénale dans ces hypothèses reviendrait à admettre que l'on peut prononcer une peine qui serait, dans les cas les plus graves, comme celui dont on parle ici, une peine très lourde, une peine de réclusion criminelle, une peine d'emprisonnement, concrètement, une peine d'enfermement, à l'encontre d'un individu qui, je le rappelle, était, au moins au moment des faits, privé de son discernement. D'un individu, je le rappelle, malade, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique. C'est-à-dire que l'on en viendrait à emprisonner, pour dire simplement, une personne
atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique. La prison n'est pas le meilleur lieu pour soigner ce type de trouble. Le meilleur lieu pour soigner ce type de trouble, et donc pour rendre service en quelque sorte, pour rendre le meilleur service à la société, c'est un hôpital psychiatrique qui va tenter de soigner au mieux l'individu pour éviter toute récidive. Alors, pour terminer, il faut aussi rappeler, parce que toute l'agitation qui a été faite autour de cette affaire peut en faire douter, mais il faut aussi rappeler que la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale pour trouble mental, pour trouble psy ou neuropsy, ne signifie pas que les actes qu'a commis l'individu restent sans conséquence pour l'individu. En l'espèce, l'individu, il est placé en hôpital psychiatrique. Il fait l'objet d'une hospitalisation d'office. Et c'est dans un hôpital psychiatrique, entre guillemets, spécialisé. Alors certes, ça n'est pas un établissement pénitentiaire. Ce n'est pas la prison, pour dire simplement. Mais c'est quand même un hôpital psychiatrique avec des barreaux, avec des mesures de sécurité très importantes, et donc quelque chose qui s'apparente à cela. Donc, les actes ne restent pas sans conséquence pour l'individu. Rappelons également que la Chambre de l'instruction reconnaît que les faits ont bien été commis par l'individu. Et ça, c'est une nouveauté depuis, je dirais, une grosse dizaine d'années. Parce qu'auparavant, quand il y avait l'irresponsabilité pénale, le rôle du juge s'arrêtait là. Il ne mettait même pas en hôpital psychiatrique. Il devait avertir le préfet qui, lui, prenait un arrêté d'hospitalisation d'office. Depuis lors, depuis une dizaine d'années, la loi a changé et le juge va reconnaître, d'une certaine manière, la culpabilité. En tout cas, il va reconnaître que les faits ont bien été commis par l'individu en question. Et il va prendre lui-même ce qu'on appelle les mesures de sûreté, en l'occurrence ici, le placement en hospitalisation d'office. C'est très important. Cet élément est très important pour la victime. Parce que, pour la victime ou les proches, en tout cas, parce que l'on désigne celui qui a commis les faits. Simplement, le droit pénal ne peut pas passer, j'ai envie de dire. Et dernier élément qui va toujours dans ce même ordre d'idées, c'est que il est important pour la société aussi que l'individu soit désigné comme l'auteur des faits. Et de manière accessoire d'ailleurs, l'irresponsabilité pénale, quand elle est déclarée, laisse aussi subsister le droit à réparation des victimes. Pour toutes ces raisons, principalement, il ne me semble pas opportun de réformer cette question. Donc, il faut, à mon avis, encore une fois, se garder de se laisser emporter par des sentiments tout à fait naturels, tout à fait honorables, et que l'on comprend parfaitement, des sentiments de révolte, des sentiments de peur, que sais-je encore, mais il faut raison garder, il faut distance prendre, il faut prendre de la distance pour bien appréhender la réalité du droit, la réalité de la règle, et éviter de vouloir, sous le coup de cette émotion, légitime, je le rappelle, mais sous le coup de cette émotion, vouloir
prendre le risque de modifier des pans aussi importants de notre droit pénal. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.